fantaisie gratuite, mais comme un prélude afin que, survolant lestement le chemin de cailloux que je semais au fil des ans, vous compreniez peut-être mieux à quelle source s'abreuve la pensée que je m'apprête à dérouler pour vous, m'efforçant de ne pas passer sous un silence ingrat les personnes qui l'inspirèrent. Peut-être avez-vous une idée de l'endroit où je souhaite vous mener. C'est ce que nous allons découvrir. Lorsque l'on prévoit à plusieurs jours de là une excursion ou une rencontre, envisagez avec enthousiasme. Lorsque l'on a trouvé une parade aux principaux inconvénients qui risqueraient d'engager la joie, que l'on sourit déjà en se figurant telle chose que l'on pourra dire, faire, éprouver. La vie est déjà colorée par ce projet et les tâches du jour, les corvées même, la routine si elle pèse habituellement, tout cela est plus léger. Une faculté particulière joue un rôle de moteur, offre des secondes d'échappatoire, étend jusqu'à soi les branches lourdes de fruits d'un arbre dont on n'a pourtant pas la certitude qu'il poussera bien à l'heure attendue. Ce pouvoir dont on profite, c'est l'imagination. Même confusément, même sans savoir à quel point, nous avons conscience que l'imagination sait se rendre utile et agréable. Dès l'enfance, y recourir prévient la monotonie et l'ennui. Elle procure toutes sortes de rêveries, nous permet de nous raconter nos propres histoires dans la solitude, d'inventer des jeux pour nous-mêmes et avec d'autres, d'envisager des activités et de les mettre en œuvre les après-midi pluvieux et les soirs de vacances, améliorer une recette, préparer un voyage ou l'aménagement de son habitat, créer un objet ou organiser une fête. C'est l'imagination qui nous permet d'entrevoir une solution aux problèmes que nous rencontrons pour la première fois, qui nous aide à nous orienter s'il nous arrive de constater en nous le désamour d'une partie de notre vie, et ce, que l'élan pris nous conduise à la réinvestir différemment ou à nous mettre en route pour gagner un lieu où les années s'écouleront d'une manière très différente de celle que nous avons déjà vécue. Les techniques que nous avons apprises ou élaborées, les outils dont nous nous servons et les œuvres dont nous admirons les qualités, ainsi que les techniques, outils et œuvres encore en germe, n'auront pu exister sans imagination. Sous un angle tellement immanquable que l'on en viendrait presque à l'ignorer, les possibilités techniques qui accompagnent notre niveau de vie, notamment celles qui me permirent de capter ces divers moments, et celles grâce auxquelles vous suivez le son et l'image pour vous retransmis, mais également toutes les technologies qui simplifièrent peu à peu les déplacements humains, les rendirent moins incommodes et incertains, les trouvailles qui permirent à nombre de nos prédécesseurs et prédécesseresses de survivre à des blessures ou maladies jadis mortelles, de même qu'à des nouveau-nés prématurés de vivre, naquirent d'hypothèses et d'expérimentations incessantes, nourries par l'imagination de centaines de personnes à travers les âges. L'imagination est la force invisible qui permet tout cela. Peut-être parce qu'invisible, justement, elle est souvent confondue avec son fruit. Lorsque celui-ci n'a pas de forme concrète ou vérifiable, le qualificatif d'imaginaire lui convient.
Ici, je le nommerai aussi fiction, dans un emploi quasi synonymique. Plus précisément, dans l'imaginaire, je vois le fond où l'on puise. Dans la fiction, un élément plus précis ou un ensemble organisé. L'imaginaire, la fiction peuvent être représentés par un tableau, par des comédiens, mais l'impossibilité de les percevoir directement les met à l'écart de la réalité concrète. À une personne que l'on a enlevée et qui est détenue injustement dans des conditions atroces, à un enfant ou un vieillard trop faible pour échapper à une situation d'abus, l'imaginaire peut offrir un refuge lorsqu'il renferme par exemple des lieux charmants ou un compagnon aimable, inventé par les personnes maltraitées et qu'elles sont seules à connaître, entretenant un espace mental inviolé par leurs tortionnaires. Y employer leur imagination peut être une question et une raison de survie. Il ne serait pas surprenant que la dissociation psychique soit l'approche parente inconsciente de ce procédé. Lorsque l'on pense aux justes et à leurs protégés, aux héros de la résistance, déportés, maquisards et ainsi de suite, depuis une époque postérieure à la leur, le bien fondé de leur engagement est très clair. Mais ces personnes n'avaient, au jour le jour, aucune certitude de l'issue générale des luttes auxquelles elles participaient. Pour les éclairer, il fallait bien l'espoir réel d'un lendemain imaginaire, qui pouvait être fort différent de l'une à l'autre, et peut-être d'une semaine à la suivante. Voici quelques-uns de leurs possibles farces intérieures. Se réinstaller dans une situation semblable à celle de l'avant-guerre, assister à une union des peuples, retrouver une personne aimée, se venger d'un criminel, connaître un certain type de liberté, recevoir les honneurs du libérateur ou peut-être la gloire posthume accordée aux héros inspirés par les campagnes de l'histoire des nations ou les épopées guerrières traditionnelles. L'imaginaire, en effet, ne concerne pas en propre le seul individu. Il n'est pas, à ma connaissance, un seul peuple qui n'ait pratiqué, dans sa ou ses variations, la narration autour d'un foyer, près d'une lampe, ou tout autre avatar de la flamme archaïque faisant paraître plus noire la nuit autour de ceux qu'elle rassemble. C'est une version un peu datée, pas au point de nous être totalement étrangère cependant, que celle de la veillée au coin de l'âtre, ou une aïeule passionnante, auréolée par la fonction et le contre-jour, rend vie momentanément à un conte de sa jeunesse, déjà éculé, reprisé par ses soins, qu'elle achève par une morale sans réplique. Vous venez d'assister en pensée à l'infusion de quelques gouttes d'un imaginaire partagé, de ceux qui soudent des groupes en leur enseignant, à travers des situations saisissantes, quels peuvent être, dans le monde matériel mais avant tout humain, les comportements à adopter et ceux à éviter. Ceux qui rendent une personne digne de considération, ou lui font encourir l'opprobre ou la fureur des éléments.
catégorisés par une culture alors que, au sein d'une autre, ils ne correspondent pas aux mêmes comportements attendus des mêmes catégories de personnes. Et les fictions véhiculées dans cette autre culture témoignent de ces spécificités et les entretiennent. Mais au XXIe siècle qui est le nôtre, les sociétés s'interpénètrent. Nos environnements sont multiculturels à divers degrés, à la fois moins localement hermétiques et bien plus complexes que ce qui fut le cas jusqu'alors. C'est que nous sommes plus nombreux et fluctuants que nous le fûmes jamais. Pour bien agir, c'est-à-dire d'une façon conforme à la place que nous occupons ou souhaitons occuper, il nous faut pour appui des modèles bien plus proches de nous dans le temps et bien plus précis. L'imaginaire collectif fait de grandes lignes vagues et de très précises à la symbolique incertaine. Il ne nous épasse exactement d'aucun secours, mais il est très insuffisant. Et pour guider les différentes facettes de notre vie, les témoignages, ces rapports, aussi divers, fiables et précis que possible, les modes d'emploi détaillés doivent en grande partie prendre le relais de notre information. Nous contenter d'observer et d'imiter les gestes de nos maîtres ne peut que nous laisser démunis face aux bouleversements violents et successifs de notre mode de vie. Il n'est donc pas étonnant que la tendance générale porte nos goûts vers l'apprentissage de faits réels ou la fréquentation d'un imaginaire réaliste à but de démonstration aisément applicable. Conséquence sans doute de la valorisation du fait observable, concret, scientifique, une déconsidération de l'imaginaire est, me semble, à l'œuvre, qu'il s'agisse de mythes religieux, de contes et légendes, ou de toute littérature dite de l'imaginaire, tolérée comme faiblesse de peu de conséquences ou comme objet d'étude. Il semble que l'imaginaire n'ose guère plus être sujet de discussion entre adultes respectables, mais doivent demeurer un simple loisir, presque honteux. Tantôt considéré comme dépassé par les modes, tantôt perçu comme superstitieuse, dangereuse, voire manipulatrice. Rétrograde dans les deux cas, la fiction souffre peut-être le plus de se voir renvoyée au rivage de l'enfance et à l'estran de l'adolescence, comme si, depuis que le savoir avait commencé à inonder le monde de lumière électrique, celui-ci était enfin entré dans son âge adulte et que toutes les personnes se laissant émouvoir par autre chose étaient les vestiges d'un stade immature, donc immatures elles-mêmes. Le merveilleux est toujours puéril, jusqu'au moment où il devient sinistre, ce qui finit par arriver si on ne le délaisse pas en grandissant. Il y a du danger là où l'adolescence s'éternise. Soutiendra